Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à chacun d'entre vous, auditeurs de la parole au langage. Nous voici ensemble pour quelques minutes que vous avez choisi de m'accorder et je vous en remercie. Pour ce numéro de la chronique, mon cœur balancé. J'avais envie de vous parler de Pâques, mais aussi des présidentielles qui ont lieu dimanche. Qu'à cela ne tienne, à moi de trouver le bon accord qui pourrait faire suivre les deux faits. Pâques. Les joyeuses Pâques. Faire la Pâque. D'où peut être né ce mot. Il s'agit bel et bien d'une fête religieuse. Célébrer Pâques, c'est célébrer la résurrection de Jésus chez les chrétiens. Mais il s'agit aussi d'une fête juive qui célèbre la fuite du peuple juif. Pâques viendrait de l'hébreu Pessa, transformé en Pascha en latin, P-A-S-C-H-A, qui signifierait le passage et donc symboliserait le passage de la mer Noire. Selon le CNRTL, Pâques aurait été utilisé sous sa forme P-A-S-C-H-E-S dans les années 900, signifiant donc la fête juive. Puis le C tombera pour le QU, et enfin le S tombera au profit d'un accent circonflexe. Une chose est à noter. Les Juifs fêtent Pâques au singulier, P-A avec l'accent, Q-U-E. Les chrétiens fêtent Pâques au pluriel, ce que nous sommes plus habitués à lire. Il y a l'envie première de distinguer les deux fêtes, mais aussi on pourrait croire que les chrétiens fêtent les Pâques, c'est-à-dire la Passion, la Crucifixion, la Résurrection. Les orthodoxes fêtent aussi le lundi, Pâques. N'oublions pas qu'il existe une île nommée île de Pâques. Pourquoi ? Parce que sa découverte a eu lieu à Pâques. Je ne vais pas revenir sur toutes les traditions. Bon, on mange du cochon chez les Anglais, les Russes mangent du pasca, du fromage, les Grecs du tsouriki, c'est du pain spécifique. On allume un feu en Allemagne, on se jette de l'eau en Pologne. Les cloches françaises sont parties à Rome et déversent sur leur chemin de retour des friandises. Et n'oublions pas le lapin ou le lièvre, selon la coutume, qui existe dans bien des traditions. Ces cloches, ou ces lapins, ils amènent des œufs, notamment aujourd'hui en chocolat, symbole de la fertilité et de la renaissance. À noter, en Finlande ou en Suède, les enfants se déguisent en sorcières de Pâques, car selon la légende, les trolls et sorcières sortent la nuit du vendredi saint. Pâques est donc aussi une fête païenne. Elle se veut de manière générale célébrer l'arrivée du printemps, le renouveau de la lumière disparue en hiver. Souvent, elle a été symbolisée par le réveil d'un dieu ou d'une déesse. Le réveil, le renouveau. Sentez-vous venir la transition. Nous en entendons à toutes les sauces. Mais toujours cette idée bien évidemment d'hommes nouveaux, de femmes nouvelles, des sauveurs en quelque sorte. En tout cas des gens qui se veulent différents. Oui, soit. Je vous parle des candidats à la présidentielle. Mais pour se rendre différents des autres, oui, ils choisissent où aller, quand aller, avec qui aller, mais surtout, ils n'ont que leurs mots, leurs paroles, leurs discours, leurs promesses, leur langage. Je choisis de citer les mots de Barthes. Tout est langage, rien n'échappe au langage. La société entière est traversée et pénétrée par le langage. Dans le numéro 19 de la chronique, j'avais décrit la rhétorique. Eh bien, à l'évidence, ils doivent à cette heure si proche des élections être maîtres rhéteurs. Ce n'est pas le cas de tous, on s'en doute. Rappelez-vous, j'avais parlé du logos. Notre candidat doit apporter une preuve logique, même quand il a tort. Il doit être capable d'enseigner. L'éthos, notre candidat, doit donner envie d'adhérer à tout ce qu'il dit, car ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il doit vraiment gérer ça. Et pour finir, le pathos, c'est simplement sa manière de manier notre sensibilité.
la sensibilité de son auditoire, les sentiments. Cela, les 11 candidats le savent et le gèrent tant bien que mal. De toutes les manières, on peut les considérer comme des professionnels du tricot de mots. Ils doivent être capables de rebondir sur n'importe quel propos. Et cela les conduit trop souvent à user de langue de bois. La langue de bois, vous savez, cette manière de parler avec du vocabulaire précis, histoire de perdre l'auditoire, des phrases longues, sans avoir rien à dire dans le fond. Bel effet de style, mais sans sens. D'ailleurs, il est toujours intéressant de relever l'abondance de substantifs, donc de noms, dans les discours, au dépourvu des verbes. Selon Claude Agege, c'est un des traits de la langue de bois, car, je le cite, « Les noms ne nous engagent pas, alors que les verbes nous engagent un peu plus. » Par exemple, si un candidat dit « La dimension écologique est un problème », nous pouvons répondre « Non, ça ne l'est pas ». Maintenant, s'il dit « Le problème de la dimension écologique », ça empêche la contestation car l'énoncé n'est pas terminé en soi. La bataille des idées passera par celle des mots. Et celui qui imposera son propre sens de la laïcité, de la justice ou de la République aura remporté la bataille, au-delà même des résultats électoraux, nous dit Cécile Alduy, universitaire qui par ailleurs en a écrit un livre, intitulé « Ce qu'ils disent vraiment ». Selon ses propos, c'est donc à une bataille de mots que nous avons affaire, et c'est à rappeler car il est important de prendre du recul sur ce fait. Dans la continuité de la proposition de la chercheuse, n'importe qui est capable de faire croire n'importe quoi, pourvu qu'il soit un bon artisan de la parole. Dans le même temps, soulignons que malgré la langue de bois utilisée par M. Macron, ses discours et prestations, si je puis dire, secouent les linguistes de par leur vide sémantique. Je vous invite à lire leurs analyses. D'ailleurs, je vous invite à visiter un de leurs sites qui vous fait analyser les tweets des 11 candidats. Je parle bien donc des tweets de Twitter. Il s'agit de ideo2007, ideo2007.ncea.fr, ensea.fr. Aussi, d'ailleurs, je vous invite à visiter le site mesure, le tiré du 6, du tiré du 6, discours, mesure du discours, .unice.fr, qui recense les discours des candidats et vous permet de les analyser via leurs outils logométriques. On peut y constater par exemple que M. Mélenchon est celui énonçant le plus et de très loin le mot P, ou que racine et identité sont deux mots concurrents pour M. Fillon et Mme Le Pen. Voilà. Je finirai sur quelques mots de Chris Marker. Mais ce que ta tête n'est pas sûre de savoir énoncer, ta peau l'a ressenti plus d'une fois. Quand on parle d'harmonie à propos du Japon, tout le monde pense au fameux consensus social. La droite se pâme, la gauche se convulse. Toi, tu penses à autre chose. À ce réseau vaporeux de rites, de signes, de cultes auxquels chacun affecte de ne pas croire, ou si peu, mais qui vient si souvent démentir l'arrogance du pragmatisme et de l'efficacité, si gracieusement meubler le vide qui demeure entre l'entreprise humaine et le grand gouffre de la nature. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Si nous battons
tue, nous marche et nous tue, nous crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Je vous souhaite une bonne écoute de la suite de La Vie des livres, l'émission de Christophe Suard. À bientôt.